Bonjour. Du coup, Oblafaya, qui est donc une série d'exploration, qui à l'origine avait été annoncée comme une série d'exploration, Mhm. qui s'est avec annexement de la survie et qui finalement est une survie, un JDR de survie avec annexement de l'exploration. Hein. Non, on va recadrons plutôt. C'est un survival horror RPG d'une difficulté à la Dark Souls à peu près, avec potentiellement peut-être un environnement explorable. Potentiellement, je dis bien, hein. Mais ça, c'est dans les DLC. C'est Dark Souls en monde ouvert en fait. C'est bien beau, hein, tu peux te balader où tu veux, mais tu te fais tuer n'importe où, donc bah les couilles quoi. Donc justement, j'ai pensé qu'il serait bon de revenir un petit peu là-dessus, justement avec un joueur du JDR, Et moi, incroyable. Euh, Parce que eh bien, cet univers est particulièrement hostile, sans blague, euh, et que bah, j'ai rencontré pas mal de choses que je n'avais pas pensé rencontrer à l'origine. Pas par mal de exemple, problèmes. 3 mecs pas doués. Non, plutôt une série de jets Une série de jets abominables. désastreux, comme d'habitude, à chaque fois. Qui a donc mené à des situations loufoques, dirons-nous. Oui, c'est même plus loufoque, c'est désastreux tout simplement. Enfin, ça a mené clairement à une ruine monumentale de ce qui était potentiellement bien parti, et ce qui, au fur et à mesure des épisodes, on a fini par se demander s'il n'y avait pas clairement une volonté de nous exécuter, un point c'est tout, quoi, clairement. Hmm. Ouais, bah ça a commencé. Bah, en fait, la série de G maudit, la série de G maudit. Alors, série de G maudit, quand je dis série de G maudit, c'est genre le nombre absolument incroyable d'échecs critiques qu'on a fait durant, non pas là, mais les séances de Blafaya. C'est-à-dire que dès le commencement du JDR, dès le commencement de Blafaya, à peine on est arrivé sur l'île, Qui a commencé début septembre. voilà, ça a été un carnage. On a fait échec critique sur échec critique, échec sur échec. Quelques bonnes réussites, tout ça, hein. Il y a eu des trucs qui sont passés, je dis pas, mais on a quand même eu pour beaucoup d'actions capitales en plus, des séries de jets, mais nuls à chier, qui ont pénalisé toutes nos actions. Actions qui n'étaient pas forcément irréfléchies à la base ou qui n'étaient pas forcément. Voilà. Et en plus de ça, ça s'est contrebalancé qu'une série de jets particulièrement bien réussis pour l'environnement. Donc c'est lui, hein, enfoiré, Ouais. il a réussi tous ses jets. Techniquement pas tous, mais beaucoup plus que ceux des joueurs en tout cas. Beaucoup plus que ce qui aurait été espéré. Voilà. Parce que le but n'était clairement pas que ce soit que la difficulté soit telle. Le but était quand même de mettre au centre l'exploration dans mon idée d'origine. Ce que je n'ai finalement que peu réussi à faire pour le moment. Hmm. Euh, donc, si on reprend dans l'ordre des événements, je propose qu'on refasse ça un petit peu. Mhm. Tu disais justement que vous étiez arrivé sur l'île. Arrivé avec le navire bien évidemment bien échoué, bien de ce qu'il faut. Avec ce qui reste du navire. Voilà. On a eu la surprise du coup au commencement parce que en fait on avait l'option du coup de créer nos joueurs ou pas. À la base on avait JDR ciblé comme étant JDR à reroll. Le but étant qu'on puisse reroll. Donc avec un équipage certain, avec une dose de personnages de base assez élevée pour qu'on puisse justement reroll. AK, si ça peut permettre de vous faire défiler des billes, regardez les survivants sur le bazar du grenier. Voilà, clairement, c'est le genre de JDR survival où on part à une équipe de 10 alors qu'on n'est que 3 joueurs, beaucoup de PNJ, mais que dès qu'un joueur meurt, il peut réincarner un PNJ. On avait donc ce choix qui nous était proposé de créer notre perso et de commencer avec, ou de prendre un perso aléatoire, parmi tous ceux qui étaient dans le bateau. Évidemment, comme des gros mongols, on a tous choisi de faire nos persos. Sauf que ça allait avec un contre-coup, un bel jet qu'on a tiré directement, dont les conditions et les conséquences nous ont été expliquées dès l'arrivée sur le JDR en fait. On a commencé la première séance, on nous a dit bon, bah, votre bateau il est pété, vous avez perdu tout le matos de pêche, et vous avez perdu tous les vivres. On était légèrement handicapés, un tout petit peu. Donc du coup, ça nous a mis dans une situation de type, on n'est pas là pour débarquer genre sur l'île, se poser, explorer. On est là pour, faut survivre les gars. Là, on est grave dans le caca en fait. On est dans la merde à un point assez absolu. Déjà de base, on était pas bien. Pas bien, mais pas dans la merde. On était juste pas bien. On avait peu de vivres. On n'avait pas de matériel de chasse et de pêche. Bon, c'était pour le truc le plus utile.
et on avait perdu du coup le navire. Bon. Voilà, c'était pas la fin du monde en soi. Le problème étant en fait que derrière, l'environnement était très hostile de base. Donc même en partant avec des bonnes conditions, l'expérience ne serait pas facile pour autant. Parce que justement, Oblafaya, c'est un continent qui est cendreux, dont le sol est juste une immense couche de cendres sur de la roche, due à l'explosion d'un volcan non loin. Enfin loin quand même, mais... Un volcan. Mais voilà, un immense volcan. Et que, deuxième point, il n'y a que 4 heures de jour, au final, sur ce continent. Sur un cycle, donc c'est 2 déciles et 10 déciles de nuit. 8 déciles de nuit. 8 déciles de nuit, donc ce qui donne en gros une période de 4 heures de jour, 16 heures de nuit, environ. C'est ça. Donc on est sur cercle polaire-like, vous voyez, sur une bonne période où on a vraiment très peu de temps d'agissement. Sachant que du coup, c'est pas le genre de nuit claire éclairée par 3 lunes, hein, on est vraiment sur une nuit. On n'est pas des surhommes, on va pas dans la nuit. Et évidemment, qui dit nuit dit danger. Ça, c'est un truc aussi, on y est préparé la plupart du temps dans les JDR ou dans n'importe quel environnement. Dès que la nuit tombe, c'est pas l'environnement rêvé pour les races humaines / humanoïdes. Que ce soit dans la réalité ou dans un jeu, quand vous êtes seul dehors en extérieur, dès que vient la nuit, c'est pas spécialement l'endroit où les humains sont là pour triompher. Hein. Allez vous balader en forêt la nuit, si vous faites encorner par un sanglier, démerdez-vous quoi. Là, c'est le même délire, dans un JDR, il faut respecter ça. Donc, la nuit étant longue, notre période d'agissement sous couvert du soleil était très faible. Sachant qu'en plus, on est parti directement avec des handicaps, donc les handicaps posés, et également les handicaps de l'île en elle-même, qui sont le manque cruel d'eau. Sur ce continent-là, en fait, justement, le concept, c'est que l'eau était rendue acide par les couches et les couches de cendres qui se sont déposées sur l'île, qui ont imprégné l'eau au final, qui l'ont rendue complètement imbuvable pour vous. Ce qui du coup est complètement logique, parce que du coup on est sur un continent cendreux, donc en effet, qui dit continent cendreux dit possiblement grosse difficulté de culture, grosse difficulté de faire pousser des choses. Ce n'est pas de la terre, c'est de la cendre, donc fatalement il n'y a pas le même écosystème directement. Donc déjà il y avait tout ça à découvrir, parce que évidemment on ne le sait pas, nous en tant que joueurs on découvre l'univers complètement en fait, on n'est pas là en disant mais oui c'est évident, ça se mange, j'en suis sûr. Non, on n'est pas là pour... on ne sait pas. On ne le sait pas si on ne l'a pas essayé. Et pareil pour l'eau. L'eau, on s'est dit, bah go, il y a de l'eau dans la mer, on l'a fait chauffer, le sel il se barre, on peut la boire, quoi. Seems legit. C'est ce qu'on fait normalement, c'est ce qu'on fait sur planète Terre, sur n'importe quel continent où il y a une certaine logique, justement. Où il n'y a pas cette nouveauté d'avoir tout ce qui est. Toute cette différence d'écosystème. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et ça a foiré. Donc évidemment, ça nous a mis dans l'embarras. Sur ce, du coup. Ça, c'était toutes les conditions, je dirais, environnementales. Oui. Le manque de matériel de vivre, de bateaux, tout ça. Le manque d'eau. Et les conditions rudes de l'environnement. Qui du coup font que... Alors conditions rudes en plus, on n'a pas parlé de climat, on n'a pas parlé de vent, on n'a pas parlé de météo. Ça, c'est un avantage aussi, c'est parce qu'on n'a pas eu un climat ni une météo horrible en fait. On n'est pas arrivé genre full tempête et des éclairs qui tombent random sur le sol quoi. Elle sourit pas parce que je sens que ça va mal se passer. Ça, je sens qu'on va se prendre en plus un ouragan dans la gueule parce qu'on est un peu trop en train de survivre là sur les derniers épisodes. Ça fait partie des événements aléatoires. Mais oui. Du coup, on a eu cette chance en tout cas qu'une fois débarqué, on s'est pas non plus pris une pluie de boules de feu. Voilà, genre ça va. À ce niveau-là, ça allait encore. Mais du coup, l'environnement était déjà quand même bien garni. C'est rajouté en plus un truc qui n'était pas forcément prévu au programme, les tensions dans le groupe. Et ça a été assez dingue. Le groupe est composé donc de 6 personnages avec des passifs et des passés très différents.
Il y a Ave, qui est donc fille de Fille de prostituée. prostituée. Byrne, qui était simplement un simplet qui avait été au service d'un seigneur et qui s'était retrouvé là d'une manière... Voilà. Voilà. Il est là. Il y avait Boal, donc, qui était au début joué par Vincent, qui était capitaine... Capitaine ingénieur particulièrement arrogant. Voilà. Qui aime bien rabaisser les gens à ce qu'il appelle leur rang. Voilà. On avait Lina, Mhm. qui elle était juste pourchassée par un psychopathe et qui avait donc voulu fuir via un navire pour tout simplement fuir son ancienne vie. Mhm. Il y avait Elric, Oui, Elric, armateur de l'expédition, celui qui scientifique. scientifique particulièrement riche, descendant d'une famille assez aisée, qui a donc financé l'expédition pour aller explorer plus loin. Personnage que je joue. Enfin, Alice Rana, donc, qui était jouée par Étienne, qui était, elle, en fuite vis-à-vis de son clan pour fuir certaines responsabilités qu'on aurait eu à lui poser sur les épaules. D'accord. Très bien, j'en apprends. J'en apprends. Alors, En parce gros, qu'évidemment... sa mère voulait qu'elle reprenne son boulot, entre guillemets, de prêtresse. Mais elle ne souhaitait pas, elle souhaitait rester une chasseuse. D'accord. Comme son père, et du coup elle a fui pour ne pas... Pour ne pas faire son devoir. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, du coup, des personnages très différents. Très différents dans leurs origines aussi, au niveau racial, d'une, et très différents aussi dans leur façon de vivre. Ça peut aller du très noble aux, justement, personnes des quartiers les plus bas qui soient. Du coup, ça a créé quelques tensions. En effet, on a donc le capitaine Boal qui était très oppressant pour l'intégralité de l'équipage, qui du coup était moteur de tension. C'est voulu dans le personnage. Le personnage de Boal est un personnage qui vit comme ça, qui est comme ça. C'est les personnes dans le monde, c'est les cons, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bah voilà, lui c'en est un. Et il était donc du coup très peu tolérant à tout ça, et très basé sur le système de rang, de classe, de caste, tout un système un peu archaïque, basé sur la richesse. Basé sur la richesse et la Et sur valeur la supposée réussite des gens. sociale. Voilà, la réussite sociale, exactement. Et du coup, à ce titre-là, moi, le personnage d'Elric était respecté. Descendant de famille de nobles, riches, etc. Ça, pas de problème. Mais les autres personnages, évidemment, tous plus ou moins respectés. Et avec un très grand en bas de classement, Ave, malheureusement, qui, du coup, étant fille de prostituée venant des bas quartiers, forcément, tension extrême entre Ave et le personnage de Boal. Ave, qui elle de son côté souhaitait se faire respecter et avait un énorme problème avec toutes les personnes qui se considéraient justement comme supérieures et n'hésitant pas de par son passé à être parfois violente. De l'autre côté, Boal qui lui voulait replacer les gens, comme il aimait le dire, à leur place. Évidemment, il n'a pas fallu longtemps avant que ça dégénère. Sachant qu'en plus, l'équipage n'est pas clairement composé de fortes têtes. En effet, Boal, parmi les personnages charismatiques entre guillemets, Boal était clairement parmi les plus virulents, les plus charismatiques, parce qu'il s'impose. Il s'impose au groupe. C'est pas qu'il soit spécialement charismatique ou quoi que ce soit, mais il mène le groupe plus par la force et par ses décisions qu'il impose à tout le monde que par un réel élan de meneur. Derrière, Elric, lui, il est riche peut-être, mais c'est pas le personnage meneur par excellence. C'est là aussi où justement il a beau être armateur de l'expédition, il n'est pas, je le joue pas en tout cas, et je ne le veux pas comme étant le super ultra chevalier qui se ramène avec sa couronne et que toutes ses armées obéissent. C'est le personnage qui va se faire obéir et qui va demander les choses, mais les demander. Il va agir ensemble, agir en groupe, pas agir en tant que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tout ce que Elric fait, en tout cas à ce niveau-là, c'est proposer. Et c'est justement là où sa pensée va en contradiction certaine avec celle du capitaine qui lui est d'imposer. Sachant qu'en plus les autres personnages, comme par exemple Byrne, peuvent être très vulnérables.
entre Lina qui est poursuivie par un psychopathe qui serait plus du genre à dire à facilement entre guillemets accepter ce qu'on lui demande de faire pour pas être emmerdé, et Byrne qui lui est un simple d'esprit, donc il accepte par force des choses en vérité. On lui dit fais ça, bah il va faire ça. Pour lui, si on lui demande, c'est que c'est logique, la personne en face est plus intelligente que lui, donc il fait tout simplement. Et c'est ce qui crée du coup cette grosse tension et disproportionnalité, on va dire, dans le groupe, qui fait que dès le début, tous les personnages ne sont pas sur un rang égal, on est tous dans un bloc, dans un truc, entre ceux qui obéissent, ceux qui disent, ceux qui se rebellent, ceux qui acceptent. Voilà, ça fait entre guillemets 4 cases, et elles sont toutes très différentes. On peut avoir des gens qui n'acceptent pas mais qui obéissent quand même. Par exemple, Lina. Lina, pour moi, c'est le personnage qui était pas très... qui voulait que ça se passe à peu près bien, mais qui au final s'est contenté d'obéir, mais n'acceptait pas exactement ce que disait le capitaine. À côté de ça, Byrne, lui, acceptait. On ne saura même pas s'il était réellement ou non, d'accord avec ce qui se passait, mais en tout cas, il faisait. Voilà. Et avait à côté qui, elle, n'acceptait pas du tout et ne voulait pas, point, c'est tout. Et surtout par rapport à un personnage arrogant. La preuve, à partir du moment où Elric a demandé des choses à Ave, ça s'est plutôt bien passé, on a réussi à avoir un dialogue, parce que le personnage d'Elric ne considère pas Ave comme une sourasse. Surtout, sachant qu'en plus, il y avait ce rapport à la réalité qui est très important, c'est que, et ça Elric, je voulais aussi, de la façon dont je l'ai joué, c'est que je voulais qu'il l'ait compris rapidement, c'est qu'on était échoué à 6 sur une île inconnue. Donc quand on est échoué à 6 sur une île inconnue, on évite de faire ressortir qui c'est qui a le plus de fric ou pas. Il n'y a pas cette notion-là. Cette notion-là, elle n'existe pas. Quand on est en position de survie, la seule et unique valeur, c'est ce qu'on a dans les bras, ce qu'on a dans la tête, à la limite. Mais à ce niveau-là, sinon, on est tous sur un pied d'égalité. S'il y avait, au final, c'est celle qui, va ramener le plus de bouffe, c'est celle qui a le plus de mérite, en fait, au final. Même si c'est une fille de prostituée, au final, c'est celle qui se fera le plus respectée en situation de survie. C'est pour ça que du coup, Elric, dès le début, voulait placer les personnages, je voulais en tout cas placer tout le monde sur un pied d'égalité, malgré toutes les tensions. Et justement, ce que moi j'étais assez content par contre en tant que MJ, c'était les 3 personnages que j'avais créés du coup, qui étaient Ave, Byrne et Lina, qui justement s'impliquaient vraiment très bien avec 3 aspects complètement différents vis-à-vis de la personnalité du capitaine, parce que ces 3 personnages-là, en fait, je les ai écrits au moment où Vincent m'a renvoyé son personnage et m'a dit je compte faire ça. J'avais préparé toute une liste de personnages, bien sûr, bien plus grande que celle-là, mais j'ai sélectionné ces 3-là quand il m'a validé qu'il ferait ça, parce que je savais, je me doutais de ce que toi et de ce que Étienne allait jouer à peu près, et je me disais que si je rajoutais ces 3 personnages-là, ça ferait un groupe avec des motivations complètement différentes. Et qui aurait obligatoirement des tensions, parce que je voulais qu'il y en ait en soi, parce que de toute façon ça se voit, une des meilleures séances qu'on ait faites, honnêtement, c'est celle où on s'engueule. Voilà, c'est celle où on s'engueule. Et là, dans cette séance là, tous les personnages ont leur mot à dire, tous les personnages ont leur action, ont leur réaction, qui pour moi, je trouve en tout cas, sont chacune intéressantes, car vraiment différentes, sans rentrer dans le caricatural. Ça a donné un côté très humain au jeu directement, au jeu de rôle. Parce que dès le début, on a dû être beaucoup plus dans l'interaction sociale qu'on a pu l'être avant. Et pourtant, c'était pas forcément voulu comme ça en fait. On n'était pas parti sur un truc où on allait être extra social, genre on est dans une grande ville et on doit faire du dialogue mondain, machin. Non, c'était pas parti sur un GDR ultra social. En tout cas, moi, j'étais pas parti dans cette optique-là. Et par la force des choses, en fait, on a dû incarner beaucoup plus nos personnages, j'ai l'impression, que dans les saisons précédentes, parce que là, il y avait un intérêt. C'était que si on ne faisait pas cette incarnation de personnages, si on se contentait de les jouer de manière comme si on jouait à Skyrim, en fait, ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucune logique. Et en plus de ça, les PNJ qui étaient avec nous, les autres personnages, eux, ils ont leur caractère. Et là où dans un jeu vidéo... mais là où dans Skyrim tu peux fracasser Lydia 3 fois contre un mur, elle te suivra toujours parce que elle est codée comme ça, là non. Un personnage dans un jeu de rôle, c'est pas ça. Ses réactions
sont pas prévisibles, elles sont pas codées, elles sont humaines avant tout. Et un humain, quand tu le respectes pas, il se casse. Il y a des choses comme ça qui font que c'est inhérent à l'être humain et c'est inhérent à ceux qui sont conscients, entre guillemets. Après, à partir de ça, c'est ce qui a fait qu'on a dû jouer beaucoup plus le rôle de nos personnages. Ça a été beaucoup plus important. Ça, c'est un aspect justement que j'avais plus ou moins prévu quand même. Ce que je m'étais dit au moment de la création du scénario, je m'étais dit si jamais je vous mets en huis clos, parce qu'au final c'est ça, même si c'est un huis clos qui est gigantesque étant donné que le continent sur lequel ils ont débarqué est immense, de toute façon les premiers jours, les premières heures seraient complètement en huis clos parce que c'est la découverte d'un endroit, on n'en connaît rien de l'extérieur et on se limite aux alentours de l'épave. Donc nécessairement tous les personnages sont présents les uns les autres avec leur passé, leurs pensées et se retrouvent du coup en compétition en plus d'une certaine manière pour leur propre survie. Et du coup le fait que déjà ils aient à choisir entre s'unir ou non forçait déjà dès le début des interactions. Et d'ailleurs du coup on peut peut-être commencer à parler de ça aussi, le continent en lui-même et la partie exploration, elle a commencé à se traduire assez rapidement justement parce que on a dû explorer. Parce que malgré tout, voilà, on avait tout ce côté social, on avait tout ce côté phénomène de groupe, tout ça. Il y a eu des engueulades, il y a eu des moments de tension, et ces moments de tension ont forcé le groupe à aller voir ailleurs, à aller prendre l'air. Évidemment, enfermer 6 personnes qui ne s'entendent pas forcément au même endroit, au même moment, au bout d'un moment, il faudra que ça sorte. Et sortir, c'est partir. Donc, on a eu une séance comme ça où on a fini en exploration. On a fini en exploration pour aller justement découvrir un peu cette nouvelle île, ce nouveau continent. Alors du coup, ça a été grosse surprise, très vite grosse surprise, parce que absolument rien, et c'est voulu, absolument rien de ce continent n'a de logique qui peut être transposée, on va dire, à notre environnement, à nous. Nous, on arrive avec nos besoins. Besoin de manger, besoin de boire, besoin de dormir. Et sur ce continent, les besoins sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes et sont pas traduits pareil. Et c'est pour ça que les premiers êtres qu'on rencontre, ça a été un moment assez compliqué. Justement, à ce sujet, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps avant de m'attaquer à ce continent-là, parce que, en soi, l'idée, je l'avais déjà en tête. J'avais déjà conçu les différentes races, j'avais déjà l'idée de la géographie et des lieux, de particularités, notamment de climat. Mais je savais très bien que je ne pouvais pas le faire au début, parce que c'est des choses qui sont tellement en décalage par rapport à ce qu'on connaît, par rapport aussi à l'autre continent, que si jamais je voulais proposer au début, ça aurait été une trop grosse rupture en fait. Rien compris. Tout simplement. Tandis que là maintenant je me suis dit je peux le faire, même si bien évidemment c'est justement comme j'avais dit de la découverte totale de concepts qui sont complètement étranges au final. Et ça a donné ce moment assez fou dans la séance où je me retrouve face à un personnage potentiellement humanoïde. Je viens d'ouvrir la porte de sa maison. Genre, je pénètre chez lui. Quoi. C'est genre, knock knock, who's there? J'ouvre. Voilà, je suis là. Je me présente à lui. Il m'a jamais vu. Il ne sait pas ce que je suis. Je ne sais pas ce qu'il est. Et 10 minutes, on se regarde comme deux cons. Clairement, 10 minutes, je sais pas, 5-10 minutes en tout cas, à essayer de communiquer avec un personnage que moi-même, en tant que moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et mon personnage IRP, avec toutes ses connaissances scientifiques, tout ça, n'a aucune foutre idée de ce que c'est. Mais vraiment. Que le personnage est décrit, qu'on voit ses caractéristiques, tout ça, voilà. 4 bras, pas de bouche, pas de nez. Deux fentes, mais pas de nez. Des yeux écarquillés. Voilà. Je tombe sur ça. Qu'est-ce que j'en fais? Le machin, le seul et unique contact qu'on a pu avoir, c'est un salut. On a réussi à se faire salut. Donc à se saluer, s'incliner, voilà. Réussir à se mettre un peu pas dire se présenter, mais en tout cas à se montrer qu'on n'était pas hostile l'un vers l'autre.
Mais on n'a rien pu se faire comprendre pendant 10 minutes. Parce qu'on n'a aucun moyen de communiquer, en fait. On se retrouve face à des êtres qui paraissent conscients. Alors, pareil, parce qu'on du coup on le sait pas. Hein, ils vivent dans des maisons, ils ont potentiellement des meubles, potentiellement des choses qu'ils ont l'air de pouvoir... Voilà, ils font des choses, c'est une civilisation, ils sont évolués. Mais ils n'ont aucun moyen de communication. Et les moyens que j'apporte, en tant que moi du coup humain, ne sont pas des moyens qui sont compréhensibles par cette nouvelle espèce que j'ai en face de moi. Et alors là, bah ça c'est le truc, c'est formidable. Parce que en plus de ça, à ce moment-là, j'étais avec Byrne, donc avec le simple d'esprit, qui lui aurait certainement été mais traumatisé et retourné à la vue d'un être qui n'a pas de bouche et 4 bras. Et donc du coup, je me retrouve dans cette position délicate où je dois préserver le simplet de ce qui est en train de se passer, en même temps que d'essayer de communiquer avec un truc qui... Bah, je sais pas s'il est simplet ou pas, parce que j'arrive même pas à rentrer en contact avec. Donc je sais pas si lui il en a parlé de la France, je sais pas ce que lui en a parlé, parce que lui il en a pas parlé du tout. Donc c'est même pas la question d'une différence, ne serait-ce que de comment dire, une différence de culture. Non, là c'est la réelle différence de race. C'est comme essayer de parler à une chèvre. Vous ne pouvez pas parler à une chèvre. Voilà, c'est tout. Vous pouvez parler à n'importe quel être humain du monde, même s'il n'a pas la même langue que vous, il va essayer de vous comprendre, mais vous ne pouvez pas parler à une chèvre. Ce n'est pas possible. Et bien là, je me suis retrouvé dans cette situation, face à un personnage humanoïde, qui ne comprenait pas, qui ne pouvait pas comprendre mon langage d'humain. Justement, le concept qui était derrière tout ça, bah, c'est que les peuples ont été jamais mis en contact. Ces peuples-là n'ont jamais été mis en contact en tant que tels. Donc du coup, ils n'ont aucun passé commun, ils n'ont aucun élément commun. Donc ont divergé tellement que c'est illogique justement qu'il y ait une compréhension entre les deux. Et justement, à une scène plus tard, un des habitants de cette île arrive à communiquer avec vous, juste via des gestes et via des je montre tel endroit, parce que ça c'est quelque chose qui restera tout de même globalement universel. Des dessins aussi. Mais jamais par l'écriture, jamais par l'oral, car de toute façon ce sont des choses qui ne sont même pas maîtrisées par ces créatures, ces nouveaux peuples, qui eux ont d'autres moyens de communication, par exemple des séries de raclements de gorge, ou alors des clignements d'yeux, ou alors encore de faibles bourdonnements. Ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles par vous, comme pour eux, ce que vous dites est complètement incompréhensible. Et c'est ce qui fait du coup que voilà, on s'est retrouvé dans un environnement qui ne nous permet pas de le comprendre, parce qu'il est tellement différent que même en essayant de faire des liens avec ce que nous on connaît, bah on peut juste pas le comprendre. Par exemple, le moment où on a trouvé de la nourriture, donc mon personnage Elric a trouvé de la nourriture, a trouvé des plantes comestibles. Pour comprendre que ces plantes étaient comestibles, il a fallu les tester, tout simplement. Essayer de faire des choses avec ces trucs qui paraissent comestibles. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille avant tout, c'était parce que j'ai vu d'autres créatures être là et manger ces plantes. Et je me suis dit, il nous faut de la bouffe, on est entouré de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je vois une créature qui mange quelque chose. Je ne sais pas si c'est une plante ou pas, parce que surtout que les plantes ont des formes particulières, qui ressemblent plus, si je peux généraliser, à du corail, à un peu de la roche, des choses comme ça, à des trucs... des anémones de mer à l'intérieur de tubes de coraux. Voilà. On est sur ce genre de choses qui poussent sur le sol. Hein. Et on voit des créatures manger ça. En l'occurrence, des chèvres. Ce qui s'assimile à des chèvres. Oui. Qui mangent ça. Et c'est là que je me suis dit, putain, il y a des trucs par terre, ils sont mangeables. Et il y a des trucs là, on peut peut-être les consommer. Et alors, du coup, j'ai cherché pour essayer de trouver ne serait-ce qu'au moins une plante qu'on puisse consommer, qui puisse nous nourrir ne serait-ce qu'un peu. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choses que, même si ces plantes, elles étaient juste à côté du navire, hein, on aurait pu les trouver rien qu'en descendant du navire et en prenant la première plante qui venait. C'est exactement la même. Mais on n'aurait jamais pu en avoir l'idée si on n'avait pas vu un des habitants de l'île, une des créatures habitantes de l'île,
manger un de ces trucs-là, parce que pour nous, ça n'a aucune logique. C'est une anémone de mer dans un tube de corail. Comment est-ce que vous voulez, quand ça nous vienne à l'idée, ne serait-ce qu'une seconde, que c'est comestible, sachant que les plantes comestibles pour les races que l'on joue, bah c'est globalement de la salade, des patates et des carottes, quoi. Enfin, on n'est pas si loin que ça de... On est sur des choses connues. On est sur des choses connues. Et là, c'est de l'inconnu. C'est une plante, oui. C'est une plante, je ne sais pas. En termes de plantes, c'est pas forcément une plante. Parce que ce sont des plantes quand même qui ont des capacités de mobilité, de phosphorescence et de mouvement. Donc, c'est un comestible. C'est un comestible, mais qui n'a pas du tout l'apparence d'un comestible. Voilà. À partir de là, déjà, ça pose toutes les bases justement de cette incompréhension qu'on a du continent. Et ça, c'est hyper intéressant à jouer. Ça paraît pas, mais c'est hyper intéressant à jouer parce que bah, justement, on est tellement dans une recherche de la compréhension des choses que dès qu'on arrive à comprendre un truc, on se dit putain, j'ai trouvé la clé de la survie, quoi. J'ai trouvé la raison, j'ai trouvé le truc. Pareil pour l'eau. L'eau, il y avait un bac à eau pour ces chèvres, et dans ce bac à eau, j'ai trouvé des espèces de petits sels minéraux à l'intérieur qui, du coup, je me suis dit, voilà, c'est peut-être un truc qui purifie l'eau. Testons. J'ai pris du calgon, je l'ai mis dans une petite fiole. Arrivé au camp, je l'ai remis dans de l'eau, paf, ça a purifié de l'eau, on a de l'eau potable. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend. On apprend, et on apprend comment ? Ben, en regardant. Tout simplement en regardant les autres espèces, en regardant comment font les habitants de cette île pour survivre, pour réussir à vaincre les conditions de l'île. Bah, ils mangent des machins qui paraissent pas mangeables et ils boivent de l'eau dans laquelle on a mis des sels minéraux. Bon bah voilà, on se fait à ça, on se dit que ça doit être comme ça que ça marche, on le fait et on arrive justement à trouver des trucs consommables et des trucs qui nous permettent de survivre. Mais ça a eu un effet un peu pervers. Je dirais que ça nous a un peu adouci. Ça nous a un petit peu mis sur un petit nuage et on en a oublié le côté survie. Parce qu'effectivement, si pour certaines choses comme par exemple la nourriture ou l'eau, on finit par trouver au bout de même quelques expérimentations ce qu'il en est au final, pour un danger mortel, quand on ne le connaît pas, et on ne sait pas qu'il est mortel. Et c'est là qu'intervient ce moment extrêmement dangereux, deux moments extrêmement dangereux. Alors un moment dont je ne pourrais pas parler parce que je ne l'ai pas vécu, dont je vais en parler dès maintenant. Les garnes, donc qui sont de petites pestes littéralement, ce sont des boules de poils avec des ailes membraneuses. On pourrait assimiler ça d'immenses chauves-souris, si ce n'est que ça n'a pas exactement le visuel, et que ça a en fait des crocs et des griffes qui possèdent une neurotoxine paralysante. Donc autrement dit, si vous vous faites toucher par ceci, vous êtes paralysé et la paralysie se transfère très rapidement à tout l'organisme, sauf il existe quelques curatifs, mais bien évidemment, on ne les connaît pas, étant donné que vous n'êtes pas originaire du continent. Quant à la deuxième chose, je te laisse l'expliquer. Bah voilà, donc ça, la première chose, c'est ce qui a eu raison de Alice Rana, hein, donc dans la grotte. RIP Alice Rana. Et la deuxième chose, c'est cette nuit de carnage. Mais le carnage, c'est le mot. Carnage pour tout. Carnage visuel, carnage au niveau des personnages, carnage au niveau de la situation, et carnage de gameplay. Voilà, tout a été détruit durant cette séance. Nous est apparu des créatures qui sortent du sol, qui sont globalement donc des humanoïdes à la peau lisse, c'est ça, c'est un truc lisse laiteuse, lisse laiteuse, qui n'ont pas d'yeux, non, qui n'ont pas de nez, non plus, qui n'ont pas, si ils ont une bouche, non plus, non ils ont pas de bouche, mais ils ont des espèces de trucs qui ressortent au niveau du crâne là, c'est leur cerveau, voilà, bah, leur cerveau, grosso modo, et qui ont des mains tentaculaires, hein, qui ont des espèces de tentacules un peu, qui se fixent, un peu comme des racines en fait. Voilà, et qui viennent se fixer là où ça touche en arrachant la peau. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des petits tentacules genre tranquilles qui font blub blub, c'est comme un peu certains calamars qui t'arrachent en fait tout ce que ça touche. Et qui ont la particularité de viser les putains d'yeux. C'est-à-dire que ces machins-là veulent arracher les yeux. Why not? Je suppose elles en ont pas, elles sont jalouses, elles veulent les nôtres. Et tout se fait par
par préhension tactile, et un truc qu'on n'avait pas du tout au début, par l'odorat. Oui. Ces créatures nous sentent. Elles n'ont pas de nez, elles nous sentent. Alors évidemment, ne cherchons pas de logique, hein. On peut pas savoir, on peut pas chercher de logique, il n'y en a pas, c'est pas un monde connu. Donc, Pour la logique, ça se rapproche en fait un petit peu de l'écolocation des dauphins, par exemple. Si ce n'est que c'est une localisation non pas acoustique. à l'emplacement, Hmm. mais à l'odeur vraiment, D'accord. en fait. Mais sinon, c'est Ok. dans l'idée, c'est un organe assez similaire. Donc elle situe les odeurs. C'est ça, Situe les odeurs dans l'espace. dans l'espace. Et donc du coup, elles peuvent trouver à partir de ça. Je suis particulièrement chiant. Donc du coup, on se retrouve face à ça. Non pas face à un, évidemment, hein, mais face à peu près un nombre déterminé entre 20 et 50 000. Peu près. Je donne une fourchette. Parce que, bon, non, franchement, on peut dire entre 20 et 50 si on veut, mais on a juste eu l'impression qu'ils étaient des milliers. Parce que peu importe où on mettait le pied, on se faisait arracher la gueule. They are billions. À partir de là, s'est en suivi une magnifique session de fail, de erreurs monumentales, de décisions idiotes. Je lance ma rapière, c'est-à-dire que le mec a une épée qu'elle est faite pour trancher ou planter, et il s'en sert de putain d'arme de jet dès qu'il voit une main sortir du sol. C'est-à-dire que essayez, allez-y, faites ce que vous voulez. Prenez n'importe quelle épée, prenez une épée, prenez un objet de la taille d'une main, foutez-le à 25-30 mètres, mettez-vous à la fenêtre du premier étage de votre maison et essayez de lancer votre épée dessus. Si vous y arrivez et que vous plantez la main, non pas que vous tapez dessus, vous plantez la main, Allez jouer au loto. là allez-y, faites l'euro million. Vous êtes futur millionnaire, d'avoir un jackpot à 100 et quelques Et bravo millions. à vous. N'oubliez Bravo, pas de vous génial. abonner. Exactement. Sachant qu'en plus, d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous avez plus de chances de vous faire frapper par une météorite que de gagner à l'euro million. Oui. Ça a été prouvé. C'est pas une blague, vous irez vérifier. Mais du coup, ouais, donc faites attention à votre tête. Voilà, cette action débile qui nous a conduit à la ruine, hein, ça a été un facteur d'aggravement assez conséquent, qui du coup représente bien en fait tout ce qui s'est passé durant cette nuit, entre des choix idiots comme je vais fuir en criant hashtag je suis Byrne, des choix de type je vais essayer de me planquer alors que en fait ça sert strictement à rien de se planquer, et des choix comme on va essayer de grimper sur le bateau, sauf que comme on est tous manchots, dès qu'on essaie de courir plus de 3 mètres, on trébuche, évidemment. Puis quand on arrive à survivre, on essaie de sauver les autres, sauf que c'est erreur monumentale quand on essaie de sauver quelqu'un d'autre. Et bah la personne se fait aspirer par des tentacules sous le sol parce que fuck off, et la personne qui a essayé de l'aider se retrouve le visage arraché, mais vraiment, hein, genre la peau du visage arrachée par les fameuses créatures. Voilà, et s'en rajoute aussi là-dessus un personnage particulièrement le mien qui se met à gagner un niveau de stress monumental parce qu'il n'arrive pas du tout à supporter cette situation qui est ultra stressante, et panique comme pas permis, faisant des effets complètement aléatoires et le mettant dans un état de psychose, de terreur absolue. Vous recevez une information clé de la part du MJ. Ta gueule. C'était le truc le plus nul à chier qui pouvait m'arriver dans cette situation. Le pire, c'est que l'information clé, en plus, c'était la bonne. Bah oui. Voilà, donc il en a fait exprès, cet enfoiré. C'était la bonne. Elle était illogique. Parce que tout le monde, absolument tout le monde, a eu la même réaction, c'est de faire ça n'a pas de nez, ça peut pas sentir. Oui, ça n'a pas de nez, ça peut pas sentir. Non, mais tout à fait, ça n'a pas de nez, ça ne peut pas sentir. Donc on était tous partis de ce postulat-là. Il a dit de la merde. Le lendemain, vient un personnage qui va nous dire coucou, le MJ a rien dit, il a pas dit de la merde, en fait, vous vous êtes tous fait baiser, vous êtes cons. Merci. Donc on aurait préféré toute autre action, type par exemple acte de bravoure, genre je prends une planche et j'éclate absolument tous les mobs à coups de planche, mais non, il a fallu que ce soit l'action, vous obtenez un indice. Un indice en situation de combat, c'est toujours le bon moment. Hein. En plus, un indice vrai. Un indice vrai ou faux, oui, potentiellement faux. Mais voilà, obtenir un indice dans une situation comme ça, c'est comme si je vous révélais l'emplacement de la base secrète d'Hitler alors que vous êtes en pleine fusillade. C'est pas clairement le moment.
Là, on s'en branle. Là, c'est juste... Voilà, vous avez l'info, mais ça se trouve, vous êtes mort d'ici 5 secondes. Donc, en fait, ça servait à rien. Mais bon, fallait qu'on tombe sur le pire effet du monde. Cette séance a été ponctuée d'un total de, je sais pas moi, 5-6 échecs critiques au minimum. Oui. Au minimum. Sachant que les ennemis ont fait un bon 4 coups critiques minimum aussi, peut-être même plus. Voilà, ça a été juste pour ce moment-là. Hein. Sachant qu'on avait déjà eu quelques échecs avant, critique ou pas, par exemple pour Alice Rana, qui s'était pris critique aussi, coup critique de l'ennemi aussi, qui a directement mis le truc neurotoxine instantanément. Suite à 3 échecs critiques de sa part. Voilà, 3 échecs critiques d'Alice Rana, évidemment. Parmi les échecs notables, par exemple notre capitaine, qui est censé être assez costaud, qui n'a pas réussi à arracher une planche, et s'est donc pris 2 planches dans la gueule. C'est-à-dire qu'il a voulu retirer une planche, la planche lui est tombée dessus, il a eu mal. Il a voulu retirer une planche, la planche a fait retour, il l'a pris dans la gueule, il a eu mal. Voilà, il n'arrive même pas à prendre une planche. On était bien partis. Donc voilà, tout ça, ça a été le moment où on a compris que le JDR, il n'était pas là pour nous faire plaisir, et le moment où on était là pour souffrir. Hein, clairement, on était venu ici pour souffrir. Les échecs critiques, les mauvaises décisions, et puis le fait qu'on a perdu 2 personnages, donc un tiers des effectifs en moins d'1 heure, ça nous a bien achevé. Ça nous a calmé. Clairement, ça nous a calmé. Oui. Sachant qu'en plus, ça a envenimé encore en plus toutes les tensions qu'il y avait dans le groupe. Parce que cette terrible nuit de carnage n'a fait que de renforcer la haine qu'il y avait entre les personnages dans le JDR. Et ce qui a donné un réveil au lendemain. Voilà, un acte qu'on n'avait encore jamais fait. On n'avait encore jamais fait avant fait ça. Enfin, si, avec Erin. Mais et encore, c'est lui qui avait pris la décision de partir. Voilà, c'est un acte que j'avais pensé, hein, j'avais réfléchi, mais je m'étais dit, c'est pas le genre de truc qu'on fait dans un JDR, c'est plus handicapant qu'autre chose. C'était dit, c'est le dernier recours. Voilà. Et ça a été posé. L'acte en question, c'est de dispatcher le groupe de manière à assurer la survie du groupe, en fait, à assurer la survie du plus grand nombre. On a abandonné le capitaine. Voilà. Le capitaine, hein, ce pauvre Boal, a été abandonné aux côtés de son magnifique navire alors qu'il était en train de transporter des caisses parce que Lina Ave s'était barré à force de provocation. Suite à une altercation, Ave avait décidé que finalement ça ne servait à rien de continuer à espérer quelque chose du capitaine et donc a décidé d'aller faire sa vie elle-même en compagnie de la créature que vous aviez rencontrée quelques instants plus tôt. Oui, créature, je l'ai un peu zappé. Oui. Créature très très friendly qui était venue, qui nous avait fait comprendre du coup les mécanismes des créatures ennemies qui étaient en train de nous bouffer. On a réussi à comprendre plein de choses avec cette créature. Je vous laisserai visionner la séance, ce sera beaucoup plus simple. Et en résumé, nous expliquer que les créatures nous sentaient, que c'était à l'odeur, qu'il fallait être très discret dans notre déplacement, que voilà, il y avait possibilité justement de se nourrir, de récolter des substances qui nous permettaient de nous protéger de ces créatures. Voilà, plein de petites billes qui ont été très très importantes en fait pour notre survie. Alors là, la question se pose, est-ce que c'était intervention divine histoire de nous aider parce qu'on était trop dans la merde, ou est-ce que c'était prévu? Ça, à toi de répondre. Mais... Un entre-deux en fait. Un entre-deux. J'avais prévu d'intégrer ce personnage était écrit depuis longtemps, parce qu'il débloque un certain nombre d'éléments. J'avais prévu au départ de l'intégrer au moment où la situation se serait globalement stabilisée en fait. Où vous auriez commencé à accumuler quelques provisions, un peu d'eau, pour bien préparer la suite, et que ensuite vous vous demandiez qu'est-ce qu'on fait maintenant. Voilà, j'avais prévu ce personnage pour ce moment-là. Maintenant, comme j'ai vu quelle était la situation, et que en fait je me suis aperçu de l'impasse dans laquelle je vous avais mis avec les créatures dans le sol, qui s'appellent des chines d'ailleurs, je me permets de glisser le nom ici. Vu cette impasse dans laquelle vous étiez, je me suis dit qu'il fallait quelque chose pour vous en sortir. Et donc du coup j'ai précipité un petit peu l'arrivée de cette créature
Et j'ai fait en sorte qu'elle vous donne quelques informations là-dessus, parce que sinon, bah en fait, il n'y avait pas de manière RP de vous faire sortir de cette situation. Sachant que là, la situation était critique au point où on était bloqué. Bah, Ça, on oui, était bloqué. sur le reste du navire. Et les dégâts qu'on avait subis, que ce soit des dégâts, j'entends côté stress ou côté dégâts physiques, les dégâts qu'on avait subis ne nous permettaient juste plus de bouger. On ne pouvait pas s'en aller. On ne pouvait pas tenter des choses, faire genre vas-y, on y va, on va essayer de se combattre ou machin comme ça. On n'avait rien. On était démunis à peu près 100%. Nos vivres étaient au sol, notre eau, tous nos accès, tout ça c'était au sol. Nos réserves étaient disparues. On n'avait quasiment plus rien. En fait on était déjà à un niveau 0 en arrivant, là on était passé au niveau moins 1. Ouais, On avait c'est plus exactement perdu de choses, d'éléments vitaux que on en avait gagné. C'est comme si vous récoltiez des choses dans Minecraft et que d'un seul coup on vous enlevait encore plus que ce que vous aviez au départ. C'est-à-dire rien. Vous n'avez déjà pas grand chose. Vous commencez avec un steak, et ben on vous enlève votre steak. Alors que vous aviez réussi à en récolter 3. C'est tout bête. Mais on était clairement dans une méga impasse parce que la journée aurait recommencé, il aurait fallu qu'on trouve rapidement de l'eau et de la nourriture, on n'aurait pas du tout pensé, ne serait-ce qu'une seule seconde, à essayer de se prémunir de ces créatures, et à partir de là, elle serait encore revenue, on aurait encore eu des pertes, et voilà, la situation aurait fait qu'on serait resté à stresser comme des idiots en haut du navire, et finir par s'entretuer en fait, quasiment. Donc, le personnage nous a clairement sauvé la vie, il nous a sauvés. À partir de là, du coup, donc il y avait ces tensions dans le groupe. Donc on avait dit Ave qui est parti suivre cette créature, Lina qui a tenté de la rattraper, et un moment, charnière où mon personnage, donc Elric, et le personnage de Boal ont une dernière conversation entre guillemets. Où on avait déjà eu un gros moment d'engueulade avant, hein, évidemment, où j'avais tenté de recontextualiser un peu les choses pour lui dire que là c'était pas possible, parce que j'étais le seul personnage qui respectait un minimum, donc du coup il y avait que moi qui pouvais réellement lui faire ça. Ça n'a pas marché, et arrivé là, mon personnage était dans un niveau de stress tellement énorme avec la nuit qu'il avait passée, et dans une situation tellement critique, que la décision s'est prise d'abandonner le capitaine, tout simplement. Donc j'y ai réfléchi, j'ai même réfléchi à la possibilité de l'assassiner. C'était pas une blague, j'ai vraiment au moment je me suis dit, il est en train de faire quelque chose, je vais juste envoyer un message à MP au MJ et je vais dire voilà, je veux faire un jet pour mettre un carreau d'arbalète dans la tête de Boal alors qu'il est de tournée, quoi, tout simplement, alors qu'il s'y attendait pas. Et j'y ai réfléchi un moment et je me suis dit que mon personnage était... En fait, la raison du stress de mon personnage, c'était d'avoir vu beaucoup de morts, d'avoir vu Byrne, le pauvre innocent, crever comme ça, sachant qu'en plus il y avait eu des dialogues assez intéressants avant où justement il y avait un lien qui s'était créé entre les deux personnages, d'avoir vu Byrne mourir comme ça, d'avoir vu Boal se faire arracher une partie du visage, donc toutes ces choses là c'était des choses qui avaient beaucoup trop stressé mon personnage, et donc c'est pour ça que du coup je me suis dit la fuite, se barrer, abandonner Boal était plus logique, plus humain entre guillemets, que l'assassinat, et donc plus bénéfique pour mon stress que l'assassinat pur et dur comme ça. Mon personnage n'est pas un assassin de base, là où avec d'autres personnages j'aurais peut-être pas hésité. Après faut savoir par contre que du coup j'ai quand même été très égoïste, et c'était voulu, parce qu'à un moment il y a eu un moment important où j'ai réussi à entailler un peu un arbre qui était sur la plage, et où j'ai récolté un peu de ce liquide qui nous permet justement de ne pas se sentir et de se prémunir des créatures. Et en fait à ce moment-là, j'avais un choix qui s'offrait à moi, c'était de dire à Boal ou pas le dire à Boal. Et j'ai préféré ne pas le dire. Je préférais ne pas le dire et cacher ma découverte et me barrer avec. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est quasiment comme le tuer, en fait, c'est le condamner. Mais je peux pas me permettre de me dire que... là, c'était un choix important parce que je pouvais jouer la survie de Boal là-dessus. Et je me préférais, dans le JDR en tout cas, en tant que personnage, je me préférais voir Boal mort que voir Boal à notre trousse. Parce que il est trop dangereux. Ce personnage est trop dangereux.
il est trop physiquement résistant, il est bon au combat, et en tout cas il est bien meilleur au combat que la plupart des personnages du groupe, donc il aurait représenté un trop gros danger, sachant qu'en plus il tire sa force de la haine un peu qu'il a envers les autres, donc là avec une blessure, parce qu'il est blessé Boal, hein. Donc avec une blessure au visage, et en plus de ça, ça engueulait avec absolument tout le monde, tout simplement Boal là il était, je pense pour moi qu'il est passé en état un peu primal, genre le premier machin qui est humanoïde que je vois, je le bute et je le bouffe. Enfin, c'est genre, je prends ce qu'il a. Il est là pour prendre, il est là pour piller. Il va, pour moi, c'est comme c'était devenu un être humain incontrôlable. On ne pouvait plus lui faire confiance, on ne pouvait plus rien établir avec lui. Donc, d'où la décision de essayer de le condamner de manière le plus humaine possible, en lui disant, bah, du coup, prends les vivres et puis démerde-toi. Moi, je me casse de manière discrète et au revoir. Et justement, tu as parlé des capacités de combat et des aptitudes de chacun. Et justement, point sur lequel je voulais revenir, c'est le premier JDR dans la lignée où vous vous retrouvez vraiment avec des personnages qui n'ont pas des aptitudes au combat très poussées. C'est vrai. Qui ont des aptitudes à la survie pas forcément très poussées. Des gens qui au final sont plus ordinaires, plus normaux, plus banaux que vraiment des héros, des guerriers. Et oui. Banal avec un S. Je crois qu'on dit des gens, des trucs Oui, on banals. dit des gens banals, mais j'avais envie de non, mais mettre des banaux, banals. ça fait bien. Point orthographe. Parce que ça fait des bannettes. Ça fait des bannettes au tourteau. Quoi? Donc oui, des personnages particulièrement pas là pour combattre. C'est sûr que ça nous change de Pharon, de Erin, je ne sais même plus les noms des autres, bref, tous les personnages qui étaient en armure avec des grosses armes, quoi, et qui étaient là pour fracasser des gueules tout simplement, et qu'on avait dans les premières saisons. Même si ça a eu tendance à déjà s'apaiser un peu lors de la saison 3, avec des personnages qui étaient un peu plus sociaux que guerriers, mais c'est vrai qu'on est resté toujours avec des personnages qui avaient des grosses aptitudes au combat. Là, on a des personnages qui potentiellement peuvent se défendre, ouais, ils ont pris un peu d'équipement voilà, mais ils savent pas réellement s'en servir en fait. Voilà, moi, mon personnage a une arbalète, il sait comment ça fonctionne, c'est un peu le pistolet, on va dire le pistolet du pauvre, surtout qu'il n'y a pas de pistolet, donc on est à une époque où il n'y a pas de la technologie de l'arme à feu, donc en fait, l'arbalète c'est clairement, j'ai beaucoup d'argent, et si quelqu'un veut me rush dessus avec un couteau, bah, j'ai juste à sortir l'arbalète, la pointer vers lui, j'appuie et il meurt, tout simplement. Donc c'est une arme de défense un peu comme un flingue. Mais je sais pas du tout m'en servir pour chasser, pour aller faire du tir de précision, quoi que ce soit. Oui. Donc là, voilà, nos compétences de combat en tant que personnage sont très limitées. Très 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 limitées, et se limitent à de l'autodéfense. Donc du coup, des personnages qui n'ont pas de compétences de combat voilà, particulières. On n'est pas là pour se battre contre des armées. Partant du coup de ça, donc on a notre groupe qui s'est scindé en deux. Partie Boal tout seul, démerde-toi. Et d'ailleurs réellement, démerde-toi. Ça se dit, c'est personnel, c'est dans sa gueule. Et 3 personnages qui du coup, 3, enfin même 4 avec le PNJ, qui s'en vont vers de nouvelles aventures. Merveilleuses nouvelles aventures. Et c'est là donc que s'est terminée la dernière séance du JDR tout simplement. Non, mais à peu de choses près. Oui, à peu de choses près. Est-ce qu'on parle du moment où on a replongé dans la caverne? Est-ce qu'on en parle? En vrai, pour le débrief, c'est pas spécialement C'est pas nécessaire. spécialement important. Mais en tout cas, on a encore fait des échecs critiques. Voilà. Ce qui est à retenir, retenez ça, voilà. On a encore fait des échecs critiques, on a encore merdé, on a encore 1 ou 2 personnages qui sont passés pas loin de crever. Je me suis encore suicidé mentalement parce que j'en avais marre que dans tous les JDR il y a des échecs critiques. Il y en a eu juste marre que des personnages meurent de manière random. Voilà. Faut savoir que dans le contexte général, on va parler de contexte général un petit instant quand même. Faisons du méta. Hors du débrief d'Oblafaya. De le contexte général, donc actuellement il y a plusieurs JDR qui sont en cours. Il y avait des fins de JDR de sessions datant de l'année dernière.
il y avait des fins de personnages qui n'avaient pas encore eu de fin entre guillemets dans leurs histoires, puisque apparemment en ce moment la fin des histoires des personnages se résume plus à la mort. Là voilà, il y a des personnages qui n'étaient pas encore morts bizarrement, donc c'est très rare, hein, mais des fois on arrive à survivre, même quand même justement, On sait pas comment. on sait pas comment, mais même quand justement on devrait survivre, notre talent c'est plutôt de mourir. On est très fort pour mourir. Oui. Voilà. Et des moments où on a absolument rien qui pourrait nous tuer, mais on arrive à mourir. C'est glorieux. Et ça c'est génial. Et du coup, voilà. Tous ces JDR, il y avait plein de petites sessions de JDR en cours sur plusieurs moments de l'univers. Et dans la globalité, si on doit retenir une chose, c'est échec critique. En gros, tu l'affiches là, bam, et non. Oui. Échec critique. Toutes les séances de ces dernières semaines se sont vues ponctuées de séries d'échecs critiques fatales. Mais quand je dis fatal, c'est fatal. On a eu un nombre de morts en un mois de temps qui est plus important que le nombre de morts sur les deux saisons. De ces 3 dernières années. En fait, 3 dernières années à avoir fait du JDR ensemble. On est tous hallucinés. On est tous hallucinés. On en rigole évidemment, nous on se marre du coup là-dessus parce que dans tous les joueurs du coup à force de jouer ensemble on se connaît tous et voilà, c'est devenu un mème en fait entre nous de savoir qui va crever. Le mème actuel aussi c'est surtout Étienne, donc Sufraena, qui a la capacité de tuer tout le monde en fait. On se rend compte que ce personnage tue tout le monde. Sans lui mourir. Mais sans lui mourir, c'est un connard. Sufraena est un connard, c'est-à-dire qu'il indirectement en plus, parce que de face, c'est absolument pas le cas. Non. C'est le personnage qui veut aider. Voilà, le pire c'est qu'il le veut même pas forcément. Il le fait pas exprès. Il le fait. C'est dans les passifs. Voilà, puis même sa connardise, ses choix de connard sont logiques. Ils sont faits en toute logique. Soit par propre survie, par moment de dire voilà, c'est lui ou moi, machin, et peut-être vaut mieux que je fasse ça pour aller, ou alors aller trouver de l'aide, ou je sais pas quoi. Mais voilà, à un moment je me suis retrouvé face à un dragon, il m'a charmé pour que j'aille vers le dragon. En fait c'était un échec critique, c'était pas ce qu'il voulait. C'était un échec critique, donc du coup il m'a... indirectement, il m'a trahi, il a tenté de me tuer. Fin de JDR de l'année dernière, pareil, il nous a abandonnés dans les égouts où on s'est fait tuer comme des sous-races, pareil sur des tonnes d'échecs critiques monumentaux. La malédiction a dû commencer là, je pense. Le moment où je suis mort dans des égouts en essayant de faire absolument tout, c'est-à-dire que j'ai tiré des flèches, j'ai mis des pièges, j'ai lancé des briques, rien n'a fait, je suis mort par 3 bandits. C'est vraiment le truc. J'ai regardé la session il y a pas longtemps, ma phrase de fin c'était « Ma journée se résume à ça. J'ai été chassé et je suis mort dans les égouts. » Voilà, la journée de mon personnage se résume à « Je suis revenu de la chasse pour mourir dans les égouts. » C'est tout ce qu'il a fait de sa putain de journée. Tu te lèves le matin, tu vas chasser, tu reviens, tu vas dans des égouts, tu meurs. Point. Génial, journée constructive, ça se voit. Mais voilà. La phase où t'as lancé des briques là quand même dans ton résumé. Oui, c'était la phase la plus glorieuse parce que ce sont mes seules attaques qui ont touché. Mais et c'est pas une blague. C'est même pas une blague. Les seules attaques qui ont touché durant toute cette session, ça a été les attaques à la brique. Les briques sont pour beaucoup moi trop fortes. ou pour Sufraena. Donc du coup Sufraena qui nous a abandonnés à ce moment-là et qui a causé 2 morts, hein, moi et Muran, et qui a réussi à retuer un personnage, là dans une session que je n'ai pas joué du coup, il a réussi à tuer, c'était... Zobek. Zobek. Il a réussi à tuer Zobek parce que pourquoi pas, hein, parce qu'il fallait bien qu'il refasse un meurtre. Libérant ainsi l'esprit du roi solitaire. Plaît-il ? Plaît-il ? Non. Si. Non mais attends, du coup explique. Zobek. Oui. C'est le vivant du roi solitaire. Le roi solitaire, il s'appelait Zobek. Il s'appelait Zobek. Le roi solitaire en fait est un fragment de l'esprit de Zobek. Avec un fragment de l'esprit du cauchemar. Le tout mis en forme par l'esprit de la mort. D'accord. Et ça s'est retrouvé dans ma tête pendant une saison. Oui. Alors il faut savoir qu'à la base, le roi solitaire, c'est moi. Hein.
C'est-à-dire que je l'ai créé. J'ai créé le personnage. J'ai créé le personnage comme étant un personnage qui a été possédé. Et je m'étais dit, tiens, ce serait trop marrant d'avoir un personnage qui est genre le chevalier trop bien et tout, mais qu'il a un côté sombre parce que dans sa tête, il y a un esprit qui y vit et que l'esprit, bah, il est ultra balèze. Il peut faire invoquer des armées de morts vivants en mode des fantômes et des bras fantomatiques, des trucs comme ça. Et j'étais parti sur cette idée-là, sur l'idée de, bah, si vous jouez à LoL, Azir. Clairement, je voulais jouer Azir. Je voulais jouer un personnage, un Azir, mais qui est capable de se démerder au corps à corps. Voilà, le mec qui peut invoquer des légions quand il est sous forme de roi solitaire, de fantôme, tout ça, et un personnage qui est capable de se battre tel un chevalier parce que c'est un chevalier. Je pensais pas que t'avais autant exploré le personnage et que t'avais autant poussé à fond son RP. Au final, l'idée était bien. Ouais. Je suis content. Je suis parti de ça pour en fait créer tout le perso de Zobek parce qu'on l'a créé au final tous les deux ensemble. Axel avait eu une partie de l'idée, moi j'ai eu l'autre partie. En fait, il voulait jouer un ancien noble ou un ancien aristocrate. Je lui ai proposé justement cette idée de tout simplement de roi. Donc il y a eu son histoire dans son château, enfin le château où on te retrouve au début. Qui se fait détruire par la sphère. Du coup, il veut que le domaine entre en sphère contre la guerre. Son but, c'est d'accélérer la guerre. Et il devient fou au fur et à mesure en fait, du processus. Il lui arrive énormément de choses, notamment il finit par s'enrôler dans la guilde des assassins, le cercle du Sagar, où il abandonne une partie de son esprit à Shala. De là, il va aller assassiner un des membres de la guilde aventurière, Gerald, pour forcer la guilde aventurière à s'impliquer dans la guerre et donc à forcer la guerre entre sphère et domaine pour que, étant donné qu'elle est largement à l'avantage du domaine, que la sphère se fasse éclater et donc du coup qu'il ait sa revanche qu'il ne peut plus avoir étant donné qu'il n'a plus personne. Et de là, en fait, le problème, c'est qu'il y a le perso qui a été joué par Jean, Lania, qui, lui, étant donné qu'il est dans le cauchemar, a des visions sur le fait que ce soit Zobek qui ait effectivement tué Geralt. Sauf que il y a plus ou moins un accord qui se met en place entre les deux personnages. Zobek va aider Lania et en échange, Lania ne le trahit pas. D'accord. De là s'ensuit toute une quête vers l'objet qui était également l'objet de votre convoitise, la sphère Seras, qu'il n'arrive pas à récupérer d'ailleurs. L'arc 3 de l'année dernière se terminait sur le moment où Zobek se retrouvait possédé par Shinra, suite à un pétage de plomb de la part de Lania. Et que du coup là c'était le moment où il devenait vraiment en fait le roi solitaire, mais qu'il n'était pas encore mort, et il est mort dans les dernières sessions, après avoir retrouvé Suphraena. Suphraena, alors ça s'est passé comment du coup? En fait Suphraena errait devant Azankar. Ce cher Zobek avait un contrat à aller exécuter à Azankar. Il est allé exécuter le contrat et en repartant, il est tombé sur Suphraena. Les deux ont fait de la route ensemble jusqu'au cercle. Et au cercle, on a essayé de lui enlever un pseudo-symbiote en gros qui s'était implanté de Shaedra en lui. Et il est mort dans le processus. D'accord. En fait, c'est le putain de roi Lich, quoi. Genre, c'est littéralement le roi Lich. Enfin, la version. Le roi. Je dis ça, mais version très très. Édulcoré, hein. Le personnage du roi Lich, c'est un personnage qu'on peut retrouver dans plein de jeux. Le personnage de cet esprit ultra vieux qui a toujours été manipulateur, qui est un peu dans les ombres, tout ça, et qui se construit petit à petit et qui se réincarne en permanence, et que une saison sur 3 tu te rends compte que c'est lui le grand méchant, hein. Ça c'est dans tous les mangas, dans tout ce que tu veux, il est toujours là. C'est Madara Uchiwa dans Naruto, c'est je sais pas, c'est un seigneur des pirates dans One Piece. Voilà, c'est toujours cet esprit ultra qu'on voit depuis le début du... C'est Barbe Noire dans One Piece en fait, c'est celui qu'on voit depuis le début, et qu'à chaque fois il va te mettre un petit bâton dans les roues, et à chaque fois il se fait arrêter, mais il est toujours là, tu sais qu'il va revenir. Voilà, ça c'est clairement le personnage du roi solitaire, du roi Lich, c'est ce truc ultra manipulateur. Ouais, franchement,
putain, grosse histoire quand même, le bâtard. Grosse histoire. C'est excellent ça. Et en fait, justement, là, c'est à partir de ces quelques derniers mois que je me suis amusé à élaborer énormément de liens. Et maintenant, quand tu regardes entre tous vos personnages, entre toutes vos histoires, il y a des liens qui sont pas forcément faciles à voir, mais il y en a vraiment énormément. Même du coup avec les personnages du tout premier arc. Ouais. Oh putain, alors ça j'ai hâte de le voir parce que il commence à me manquer aussi tout le premier arc avec l'époque où on pouvait jouer des demi-arcs. D'ailleurs ça on l'a jamais refait ça, Ouais. de jouer du demi-arcs. On l'a jamais refait. Idée à creuser. Bon, est-ce qu'on a assez débriefé? Je pense. On a À assez moins que tu aies des débriefé. choses à rajouter. Bah moi perso non. Après, mis à part parler de milliards de projets à IENT, qu'on pourrait avoir pour le futur du JDR, mais Les projets du Turfu. les projets du Turfu, bah mis à part le fait qu'on va ralentir un peu parce qu'il faut peut-être vivre un peu dans notre vie à la base, et puis le fait que bah, ça devient compliqué de suivre la cadence, question RP, question construction de l'univers, question construction du jeu, tout ça, donc c'est très compliqué de devoir masteriser 1 milliard de séances en même temps, hein. Devoir Et en puis- masteriser 3 par semaine, parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce que j'avais fait toutes les autres années, c'était 1 par semaine, et encore. Voilà. Parce qu'il y avait des semaines, ça sautait à chaque fois. Et cette année, j'ai eu la bonne idée, alors que j'entrais en master, de passer à 3 séances par semaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a voilà. Il paraît que le suicide en France n'est pas comment on dit ça, le suicide médical. Le suicide médicalement assisté n'est pas faisable en France. Donc sachez qu'il y a plusieurs manières de vous suicider et vous tuer au travail, c'en est une. Voilà. Ça c'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Donc non. On aimerait garder notre MJ. Hein, on aimerait qu'il soit, parce que si on n'a plus de MJ, on est quand même dans la merde, parce que du coup, il en faut bien un pour déchiffrer ces putains, parce que je vous assure qu'il y a des documents et des trames de son univers qui sont grandes, elles font genre 2 mètres de long minima, hein, peut-être même plus, que tu dois déplier ça à la main, que tu regardes, t'es en mode qu'est-ce que c'est que ce truc codé, je n'y comprends que pouic. Il y a que lui qui sait, c'est dans sa tête, hein. Malheureusement il a pas encore tout foutu sur le PC, Ouais. donc si on l'a plus lui, on est grave dans le caca. Mais... Du coup, 3 séances plus un master, c'est un peu compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 1 séance par semaine qui soit une séance qui soit montée, donc les mêmes rythmes qu'avant, avec un stream chaque semaine, le vendredi, qui soit un JDR plus court, donc qui fasse rarement plus de 2h30. Qui sera en fait au final ce sera les rythmes que je m'étais prévu au début. C'était 1 séance par semaine et 1 séance comme ça. Et j'avais une séance que j'avais rajoutée parce que c'était bien pourquoi parti et puis que en fait voilà. Et bien entendu toujours le live du lundi soir, enfin du dimanche soir, qui bug tout le temps, hein, qui lui en fait je pense que je vais en faire plutôt 1 toutes les 2 semaines plutôt que 1 toutes les semaines. Parce que je pense que si j'en fais 1 toutes les 2 semaines, j'aurai des choses à dire, mais si j'en fais 1 toutes les semaines... Oui, ça va être un peu plat. Mis à part me répéter... Ouais. Et comme je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt à ce que je me répète, je préfère, en gros, je vais passer plutôt à un rythme qui va être, si vous avez un live, vous n'aurez pas de vidéo autre de lore. Par contre, si vous n'avez pas de live, vous aurez une vidéo de lore qui popera à la place pendant la semaine. Alors après, évidemment, sans garantie que ce soit forcément fait. Hein, voilà, c'est comme d'habitude. On est toujours garant, même nous en tant que joueurs, parce que ça reste, tout est impulsé par Siegfried, mais nous en tant que joueurs, on essaie tous plus ou moins de s'impliquer à nos niveaux, en tant que simple joueur ou en tant que justement être là un peu plus pour tout ce qui est scénar, pour tout ce qui est jeu, tout ça. On n'est pas directement impliqué dans la création, mais on est toujours là pour soutenir derrière s'il y a besoin. Et voilà, tout ça, nous, on est tous garants et soutiens du fait que y a quand même tout ce qui est études et boulot à côté, il y a quand même une vie à côté du JDR, et donc malheureusement, on ne peut pas comment dire, dédier ou dévouer notre vie, notre existence à ne faire que ça. Hein. Non pas qu'on n'aimerait pas,
Parce que je dis pas, si on pouvait être payé à ça serait pas mal. C'est-à-dire que, bon, si jamais j'ai le droit à un sponsor de type AMD, hein, bon... Allez, go. Oui, envoyez les N'hésitez bifetons pas. à lui. Mais voilà, hein, bon, concrètement, Bah, ça dépend du coup. je reste un étudiant, donc, bien évidemment, même si on dit, oui, les étudiants, pas de travail et tout, non, c'est faux. Il y a un moment, oui, quand t'es en L1, L2, L3, ça passe. Oui. Mais Quand t'es en L1, il paraît que ça passe. Tu te rends vite compte que ça passe pas. Quand t'es en L2, tu te dis oh putain, les L1 c'était trop facile. Quand t'es en L3, tu te dis what the fuck, mais en fait c'est dur. Quand tu passes en master, ta vie est finie. Donc en fait, faut pas dire genre ils ont pas de boulot. Dites-vous juste que ils en ont sur la continuité. Oui. Et comme l'étudiant a tendance à procrastiner, et que du coup la fac s'est fait à ça et procrastine aussi, et bah au bout d'un moment, quand tu arrives en master, on te dit bah pépère, d'ici 2 ans t'es diplômé, t'as intérêt à avoir tout rendu d'ici la fin. Donc c'est là qu'en fait toutes les écrits que t'aurais peut-être pu faire un peu avant, tu vas tous Tu te te les taper prends à d'un ce coup, moment-là, quoi. en fait. Voilà, et là, c'est même la fac veut ça. Hein. En vérité, il faut vous dire que même si vous font pas des cours comme des tarés en L1 et que vous devez bosser comme des tarés en L3, M1, tout ça, c'est parce que ils savent très bien que si vous avez bossé comme des tarés en L1, personne ne tiendrait le rythme et que c'est vraiment que les gens investis qui vont jusqu'au bout. Quand on est en Master 1, niveau investissement, on est déjà arrivé à un niveau très très correct. Donc bon. Et il tombe de casser tous ses efforts. Voilà. Voilà. Après, ouais, niveau projection, de toute façon, on parle toujours de différents moyens, en tout cas, de réussir à on va pas dire pondre du contenu, mais réussir à créer des choses autour de l'univers. Développer l'univers de manière alternative, Voilà, tout le simplement. développer, que ce soit à travers des vidéos, on l'a fait à travers des comptes audio. Voilà, on a fait un peu de compte audio, on Ouais. a fait des vidéos plus ou moins montées, pas montées, de lore, de techniques, de tout ça. On essaie de tout mélanger, que ce soit nous, nos idées en tant que joueurs, ou tout ce que Siegfried peut impulser. Et puis, il fait aussi par rapport à nous ce qu'on peut proposer comme aide. Voilà, moi je sais que je suis pas loin, donc pour faire des vidéos à deux comme ça, où on cause, je peux venir et puis go, on se le fait. Ça peut être des points utiles de revenir sur le JDR, de points de lore pour préciser des choses, pour justement discuter. Ça, c'est des choses importantes qu'on peut mettre en place justement parce qu'il y a des joueurs qui sont pas loin, après il y en a qui sont plus loin géographiquement, donc on peut pas être physiquement au même endroit, donc c'est à dire qu'il faut prévoir des lives, il faut prévoir des temps communs. Là encore c'est difficile parce qu'on a tous nos rythmes de travail, on a tous nos rythmes Qui sont différents, qui bien sont évidemment. très différents, hein, on n'est pas tous dans la même filière, tout ça. Donc voilà, tout ça fait que on est malgré tout sous contrainte pour faire progresser l'univers, mais à savoir que on avance quand même plus ou moins, toi étant la locomotive, mais on avance quand même plus ou moins comme un seul et même train, quoi. Oui. On avance tous ensemble en essayant de faire progresser tout ça. Bon, en tout cas, après, je l'ai toujours dit que ça me dérangeait pas de m'impliquer un maximum là-dedans, parce que, en tout cas, j'aime ce qu'on fait en JDR, et puis j'aime l'univers qui a été créé là, et c'est vrai que c'est intéressant de s'y impliquer. Après, voilà, peu importe les formes que ça prendra, mais il y a toujours des moyens de faire progresser. C'est ça aussi un peu de se dire que, quand on crée un truc, on faut pas s'attendre à ce que ce soit ultra régulier, et que ce soit ultra cadré, machin, tout ça. Quand c'est de la création originale et puis par des gens qui n'ont pas des moyens incroyablement fous, c'est irrégulier et puis Oui. c'est avec les moyens du bord, quoi. C'est Système D et autres. Système D et autres, que ce soit dans l'organisation, dans la création Et dans la réalisation. dans la réalisation. Voilà. On est bien, hein. De type les rouleaux de papier peint. De type les rouleaux de papier peint qui servent de frise temporelle au JDR. Et là, il faudrait un putain de jingle de fin qui pète, tu vois. Ouais. Mais t'as pas de jingle de fin. Pointe.